14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on a tous connu des blessures d'enfance, elles sont plus ou moins douloureuses, mais la blessure d'abandon, on l'a forcément tous connue, même si on ne peut pas s'en souvenir, puisque ce fut lors de notre naissance et qu'il fallut quitter le monde paradisiaque des 9 mois durant lesquels nous étions nourris, logés, aimés et je ne sais quoi d'autre encore. Mais par la suite, on est nombreux à avoir connu des abandons, alors ils sont plus ou moins douloureux, plus ou moins violents, avec le plus souvent pas vraiment des adultes pour nous comprendre et nous aider à affronter justement la souffrance de ce que c'est que l'abandon. Samuel Doc est avec nous et je vous propose qu'on revienne ensemble sur cette blessure d'abandon et on verra tout particulièrement en quoi elle nous handicape en amour. Parce que par peur d'être abandonné, on a peur d'aimer bien sûr, on a peur de s'engager ou pire encore, on va quitter celui ou celle qu'on aime parce qu'on a peur qu'il nous quitte, alors que peut-être il ou elle ne nous aurait jamais quittés. Si vous avez envie de mieux comprendre en quoi justement votre blessure d'abandon vous handicape, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre et pour ça vous faites le 0826 300 300. Samuel Doc, merci d'être avec nous, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir, merci Brigitte. Alors vous êtes docteur en psychopathologie, vous êtes également psychanalyste, vous travaillez beaucoup avec vos patients et vous avez écrit notamment Les chemins de la thérapie aux éditions Flammarion. L'enfant thérapeute, c'est votre dernier livre aux éditions Plomb dans lequel vous parlez de votre enfance difficile, avec bien sûr aussi ce sentiment parfois d'être seul, abandonné. C'est un sentiment que je crois qu'on a tous connu, plus ou moins violemment, plus ou moins profondément. Et c'est important peut-être à un moment donné de se poser la question de où on en est avec notre blessure d'abandon, parce que bien sûr, elle ne guérit pas forcément, mais elle peut cicatriser. Absolument, Brigitte, et c'est ce que je trouve remarquable dans votre introduction, c'est que vous questionnez l'aspect universel de cette blessure-là. On aborde souvent ce sujet en ayant le sentiment que tout le monde n'est pas concerné par cette blessure, qu'il faut avoir été abandonné. Mais c'est pas vrai, et d'ailleurs vous parlez de la naissance. La naissance, c'est l'abandon d'un certain univers, et ça je crois qu'on est tous nés jusqu'à maintenant. Et cette première séparation va marquer en fait notre empreinte au monde, et un rapport en réalité commun au manque, à la perte, à l'arrachement, et bien sûr à l'abandon. Toute notre vie n'est qu'une succession de deuils, et cet abandon va résonner dans la vie de tout un chacun, parce que justement nous avons dû abandonner l'univers maternel lorsque nous étions tout petits, tout bébés. C'est une séparation qui nous met au monde. Ce sont les séparations aussi qui nous font grandir, si je puis dire. Même si, et là aussi je vous rejoins, l'abandon peut être dans le domaine amoureux, mais même d'ailleurs dans le domaine tout simplement du quotidien, un véritable handicap, une source de souffrance, lorsqu'on n'a pas réussi justement à comprendre pourquoi on était si sensible à cet abandon, à cette blessure-là. Oui, et peut-être qu'il faudrait parler aussi de la sécurité qu'on a de soi, en soi, ou ce sentiment que même notre corps nous abandonne, même notre esprit nous abandonne. Et c'est peut-être c'est la première piste que j'ai envie de donner à ceux qui nous écoutent. Où est-ce qu'on en est de sa capacité à s'abandonner ou de rester toujours dans un contrôle par peur justement à cause de cette blessure d'abandon profonde. Oui, effectivement, et moi je reçois beaucoup de patients qui souffrent de la blessure d'abandon, principalement parce que souvent ils ont lu le livre que vous avez cité, c'est-à-dire L'enfant thérapeute, où je parle de mes propres blessures d'abandon et surtout celles de ma mère. Et je me rends compte qu'en réalité, leur crainte d'être abandonnés par l'autre parle de leur rapport à eux-mêmes. Et j'espère que les auditeurs qui nous appelleront aujourd'hui pourront emprunter ce chemin avec nous et s'interroger sur cette peur de perdre un fragment d'eux, et peut-être aussi sur la structure même de leur personnalité, c'est-à-dire la consistance de leur vie psychique. Parce que plus on est assis narcissiquement, plus on a une colonne vertébrale identitaire édifiée, et plus on est en capacité de supporter tous les deuils qu'implique une existence humaine. Parler de notre rapport à la perte, c'est parler de notre histoire intime, c'est parler de notre vie familiale et même du rapport à la culture. Vous voyez qu'on est aussi dans une société qui a du mal à lâcher, à se défaire de ses objets, de ses soutiens, une société consumériste.
Donc matérialiste. Tout ça parle encore une fois de la possibilité, comme vous dites, de s'abandonner, de se défaire des autres pour justement les reconnaître dans leur singularité, dans leur identité, mais se défaire aussi de certaines de nos conduites. On a besoin d'abandonner. On a besoin aussi parfois de savoir, comme vous l'avez dit, s'abandonner et de savoir aussi lâcher. En fait, savoir supporter la perte, c'est pas être complètement rassuré et se dire bon voilà je suis à l'aise et je suis prêt à perdre. Non, c'est être flexible. C'est être flexible puisque de toute façon on peut pas perdre. Il faut accepter de renoncer à une certaine forme de contrôle. Et moi c'est une chose que je travaille beaucoup avec mes patients qui souvent lorsqu'ils ont peur d'être abandonnés développent des stratégies de contrôle absolument terribles. Je pense à une patiente que je recevais hier qui me disait qu'elle a besoin que son copain lui envoie des messages réguliers pour pouvoir la sécuriser. Ça ne marche pas, ça renforce le problème parce que ça ne lui apprend pas à supporter son absence qui est consubstantielle de notre vie. On ne peut pas vivre tout le temps avec les autres. On doit apprendre cette capacité à être seul. Alors, je sais que vous n'êtes pas contre l'astrologie, Samuel Doc. Je voulais juste faire un petit rappel comme ça, assez... j'allais dire un peu drôle. Il y a 4 éléments en astrologie: le feu, l'air, la terre et l'eau. Et évidemment, l'abandon, c'est en rapport avec l'eau, puisque je parlais de notre séjour dans l'utérus de maman où on est complètement dans l'eau et c'est paradisiaque. Et je crois que j'invite ceux qui nous écoutent comme ça à faire une petite réflexion sur leur rapport à l'eau. Est-ce qu'ils préfèrent prendre des douches rapides ou au contraire se délasser dans un bain? Est-ce qu'ils sont ravis quand ils peuvent aller se baigner dans la mer? Enfin, et je trouve que notre rapport à l'eau est assez symboliquement intéressant par rapport justement à la blessure d'abandon. Et puis on pourrait parler des 3 autres éléments, mais pourquoi pas, ce sera le propos d'une autre émission. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant, ça me fait penser à une grande psychanalyste qui s'appelait Phyllis Greenacre, qui expliquait justement que certaines personnes qui ont vécu cette blessure d'abandon recherchent à retrouver des sensations embryonnaires à travers les bains, à travers aussi, elle parlait du traitement des psychoses, où vous savez, on met les personnes psychotiques dans des grands packs humides et chauds. Donc il y a toute cette manière de se restaurer à travers l'eau. Donc vous voyez, l'astrologie rencontre la psychanalyse. Et c'est plutôt pas mal. Ça ne me surprend pas beaucoup. Moi non mais plus. Je vous raconterai pourquoi hors antenne. Samuel Doc est avec nous. Vous avez envie de bavasser avec nous sur cette blessure d'abandon. Promis, on vous abandonnera pas. On est là jusqu'à 16h. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et nous évoquons la blessure d'abandon. Qu'est-ce que ça signifie? Comment vous la gérez? Et on commence avec vous, Nadia. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, merci de m'accueillir et je suis ravie de repasser à l'antenne. Ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenue. Et je suis ravie de passer avec Samuel, que je salue également. Bonjour Nadia, ça fait bien plaisir. Également. Alors moi, la blessure d'abandon, je crois que je l'ai vécue très tôt et puis très longtemps. J'avais déjà évoqué mon histoire, mais je suis issue d'un couple mixte. Mon père est algérien et mon père nous a enlevés, mon frère et moi, à l'âge de 12 ans en Algérie, donc pendant 6 ans. Mais j'avais déjà, je crois le sentiment d'abandon aussi du côté de ma mère, qui n'était pas très maternelle, pas très maternante. Et quand j'avais besoin parfois d'attention ou autre, elle n'était pas présente, voire elle m'envoyait carrément balader. Donc cette blessure a été bien marquée par notre enlèvement. Et elle s'est traduite donc pendant longtemps par un grand contrôle de ma part que je n'ai pas encore réussi à régler complètement. Il y a eu beaucoup de choses de fait, mais c'est pas complètement réglé. Qu'est-ce que vous contrôlez tout particulièrement? Il faut que j'ai une vision sur mon emploi du temps, comment est-ce que je vais le faire, alors que je peux faire les choses au dernier moment, mais j'ai quand même besoin d'être sécurisée par le passé. Vous n'aimez pas l'imprévu?
Et pourtant, j'arrive à m'y adapter très facilement. Mais non, de prime abord, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand les choses sont un peu organisées. Bah oui, et surtout que je le comprends, Nadia, chère Nadia, en vous écoutant, puisque quand on a vécu un trauma aussi grave que le vôtre, un enlèvement, l'imprédictibilité peut faire peur, l'imprévu peut faire peur, et c'est pour ça qu'on édifie des stratégies de réassurance et de contrôle. Et vous avez vécu quelque chose de terrible, dites-moi. Oui, je m'en suis remise, hein, ça va aujourd'hui. Oui. Oui, parce que c'est à la fois, bon, on vous éloigne de votre mère, mais on vous éloigne aussi de vos racines, de votre pays d'origine. Et j'imagine sans trop vous expliquer, sans trop... Oh non, du tout. Bah oui. Du tout. Puis il y a eu un double abandon puisque mon père que j'adorais, bon déjà il y avait la trahison bien sûr, puisqu'il nous a pas dit qu'on allait en Algérie, on était censé aller en Espagne, mais c'est surtout que là-bas il nous a aussi abandonnés puisqu'il nous a confiés aux bons soins entre guillemets de ma belle-mère et il n'était là que pour apporter de l'argent au foyer et je n'avais plus de relation avec lui. Et est-ce que cette belle-mère justement, elle était très différente de votre mère ? Oui et non, parce que pour le coup, on n'avait pas d'amour et elle faisait beaucoup de différences avec ses enfants. Mais en fait, je pense que j'ai aussi fantasmé ma mère hein, quand j'étais là-bas en me disant que si j'avais ma mère, elle serait comme ci, elle serait comme ça. Mais ça, c'est bien, hein, c'est plutôt une force, hein, Nadia. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça vous a certainement beaucoup aidé. L'imaginaire est une manière de se sauver d'une réalité qui ne nous convient pas. Hein. Absolument. Oui. Qu'est devenu votre père ? Alors, mon père, quand on a pu rentrer en France, je ne lui ai pas parlé pendant 20 ans, ou 30 ans, je ne sais plus. Il est revenu une fois en France, mais c'était trop difficile. Je n'avais pas encore fait suffisamment de travail sur moi pour pouvoir être en mesure de communiquer avec lui, de revivre. Oui, puis de revivre aussi cette blessure que j'avais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mémoire traumatique, mais c'était ça que j'avais mis de côté. Et il est mort... je ne vais pas dire seul, parce qu'il a vu ses autres enfants, sa famille, mais il est mort dans la solitude et la tristesse de ne pas avoir renoué avec nous et surtout avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il est quand même près de moi et j'ai fait ce travail de pardon qui avance et je le sens de plus en plus à mes côtés. Ça c'est bien, c'est toujours important parce que vous êtes forcément aussi le fruit de cet homme. Je suppose que votre mère a fait des démarches pour pouvoir vous récupérer. Hein. C'est comme ça que vous êtes revenu. Et vous êtes revenu avec votre mère à quel âge ? Je suis partie à 12 ans et je suis revenue à 18 ans. Ah oui, donc il y a quand même 6 ans... Costaud. Oui. Sur l'adolescence, en plus, un moment de mutation où on questionne ses origines, où on revient à la question de sa filiation. Donc c'est très très dur. Et la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est celle de la manière que vous avez d'habiter votre personnalité, puisque, vous le dites extrêmement bien Nadia, toute blessure d'abandon finalement est aussi une blessure narcissique. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en paix avec vous-même ? Pas complètement. Je sais que pendant longtemps, j'ai réfuté et repoussé cette part de moi qui venait de là-bas. Pour moi, fallait pas m'en parler. Non. J'étais la fille de Jacqueline et pas du tout de Lounès. J'étais française et née en France. Et là aussi, j'ai cheminé et aidé aussi de différentes personnes. Oui. Je comprends que je ne peux pas me défaire de cette autre partie de moi. Eh oui. Ah oui, c'est très bien dit. Et pour le coup, j'ai aussi, comme je suis beaucoup dans le contrôle, j'ai compris aussi que, par exemple, j'ai fait de l'hypnose et tout, et moi j'ai l'impression que je m'endors, quoi. Que c'est soit je résiste, soit je m'endors. Et j'ai découvert une pratique hein, qui, c'est du breathwork, on l'appelle le rebirth ou la respiration holotropique. Moi, je l'ai faite avec une psychologue clinicienne. Et pour le coup, j'ai trouvé cette technique incroyable, puisqu'en passant par le corps, et ça Brigitte, vous en avez souvent parlé, de passer par le corps, c'est qu'en passant par le corps, j'ai été obligée à un moment donné de lâcher. Et quand là, j'ai lâché, même si une partie de moi continuait à observer, à essayer de contrôler, j'ai senti, j'ai compris, mon corps a lâché, j'ai énormément pleuré, mon cœur s'est ouvert. Et d'être passé par cette technique qui est corporelle,
m'a permis aussi de lâcher prise à ce moment-là et de comprendre à quel bien cela pouvait apporter de baisser les bras, lâcher les armes. Oui, bien sûr. Mais je crois que je vais juste me permettre, Nadia, de dire quelque chose. Pourquoi je parle toujours du corps ? Parce que on ne peut avancer vraiment sur soi que par les ressentis, à la fois certes corporels, mais également émotionnels. Et tant qu'on reste dans quelque chose qui est dans la tête, hein, et dans la parole, dans le langage, au fond, on ne ressent pas réellement. Et c'est en ressentant réellement les souffrances, hein, qu'on a eues quand on quand on a traversé des moments difficiles, qu'on peut les élaborer, qu'on peut les digérer, les intégrer et en faire quelque chose. Sinon, on reste dans c'est parce que mon père m'a abandonné que et ça fait pas avancer. Totalement vrai. C'est bon, ok, c'est un premier pas de comprendre, mais ça fait pas avancer en soi. Et là, on entend bien, Nadia, tout ce travail intérieur que vous avez fait et qui fait que vous avez mûri, que vous avez grandi, que vous êtes plus en paix avec vous-même, parce que finalement, j'ai envie de dire, la seule personne qu'on ne doit jamais abandonner, c'est soi-même. Hein. Oui, mais je l'ai aussi parfois abandonné. Mais bon, on revient et le chemin est long et n'est pas terminé. Mais en général, quand on l'abandonne soi-même, notre corps se manifeste à nous. Hein. Il se rappelle à nous. Oui. Soit par un accident, soit une maladie, soit une addiction. L'anxiété, la mélancolie, bien sûr. Tout à fait. Sur le contrôle, un petit conseil comme ça, très pratico-pratique, c'est aussi une question cognitive, une manière de traiter l'information. Ce que vous pouvez faire pour ouvrir ce fameux seuil d'imprédictibilité, c'est-à-dire la capacité à accueillir l'inconnu, c'est lister tout ce sur quoi vous essayez d'avoir le contrôle et de mettre une note à chaque item, 9 sur 10, 2 sur 10, en fonction de l'intensité de la recherche de contrôle, et de prendre les deux plus faibles et de céder sur ces deux plus faibles. Pourquoi ? Parce que votre cerveau va ainsi comprendre que c'est pas dangereux de lâcher le contrôle, et à partir de ces deux choses les plus faibles, vous allez vous rendre compte que vous pouvez céder sur des choses un peu plus difficiles. Alors c'est une méthode ça qui vient des thérapeutes cognitivo-comportementales, mais qui marche très bien, qui a fait ses preuves. Et c'est avant un grand pas. Absolument. Il faut jamais essayer de céder le contrôle sur des grosses choses en premier. Il faut toujours commencer par des petites, et c'est tout un réapprentissage, comme des poupées russes, en partant de la plus petite vers la plus grande. Oui, vous verriez faire ça, Nadia ? Ah oui, tout à fait. J'en suis ravie, ça me fait très plaisir. Très content de l'entendre. Tous les conseils sont toujours bons à prendre et ça nous permet d'avancer. Puis bon, c'est la théorie des petits pas, effectivement, avant de commencer sur quelque chose d'énorme. Exact. Voilà, oui. Petit pas. Merci en tout cas, Nadia, de ce joli témoignage. Vos conseils, votre écoute. Je vous en prie. On se retrouve pour notre Love Conseil, décoder vos peurs d'aimer. À tout de suite. Vous avez souffert d'une blessure d'abandon qui a pu avoir des conséquences dans votre vie amoureuse. On en parle avec Samuel Doc, psychanalyste. Vous souhaitez participer à l'émission, appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va décoder nos peurs d'aimer, Samuel Doc. Hein. Bien sûr, on sait que la peur de souffrir fait que parfois on ne va pas s'engager dans une histoire. Et notamment lorsqu'on a eu une grande souffrance après une séparation, on peut ne pas vouloir se réengager. Et c'est dommage parce que les histoires ne se répètent pas tellement finalement. Hein. Oui, c'est très vrai. C'est très juste. Alors ensuite, il y a les peurs dues à une enfance insécurisée. Quand l'amour n'a pas été suffisamment sécurisant durant notre enfance, comment croire à l'amour, hein. Donc là, il faut analyser évidemment ces blessures d'enfance. Il y a la peur d'être quitté, la peur de perdre son indépendance. Ça, c'est aussi des peurs qu'il faut comprendre. Hein. Bien sûr. Et puis je vais ajouter la peur du sexe, parce que être à deux, c'est évidemment se confronter à une sexualité plus fréquente, voire une sexualité qui n'est peut-être pas ce qu'on a envie. Hein. Il y a des êtres qui ont peur de la sexualité. Il y a la peur de ne pas réussir à maintenir son couple, et ça peut venir du fait qu'on avait des parents qui se sont aimés toute leur vie, et que donc on a mis la barre très haut. Hein. On a l'impression qu'il faut s'engager, que c'est pour la vie, que si on n'arrive pas à tenir toute la vie, on aura échoué. Hein.
Il y a la haine de l'autre sexe, ou la peur de l'autre sexe, la peur des hommes, la peur des femmes. Là, généralement, ça signifie une mauvaise estime de son identité sexuelle. La peur de perdre le contrôle de son existence, ça c'est plus valable pour les personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles et qui vont se reposer sur l'autre et l'autre va décider à leur place. Et puis je vais terminer par la peur de décevoir son ou ses enfants. Ça c'est pour des gens qui ont déjà eu des enfants avec quelqu'un d'autre et qui se sentent liés à leurs enfants et qui n'osent pas refaire leur vie. C'est aussi des... Oui. Alors il y a plusieurs peurs qui peuvent se croiser évidemment, mais je trouve que c'est toujours intéressant le développement personnel parce que quand on est bien dans son amour vis-à-vis de soi-même, on est généralement un petit peu mieux à deux. Et puis surtout, moi je dis souvent que c'est quand même dans la relation à l'autre qu'on se découvre et donc il faut pas passer à côté de l'amour. Ah oui, mais c'est magnifique ce que vous dites. Et puis c'est un risque et un vertige. Je veux dire, on s'attache à quelqu'un qui n'est pas de notre sang, qui est hors de notre famille, bien sûr. Et on va constituer avec cette personne sa propre famille, qui va devenir le dépositaire de tous nos sentiments, de tous nos affects, et qui peut mourir, peut nous laisser, peut disparaître, entraînant avec lui tout ce qu'on lui aura confié. C'est un énorme vertige, ça a quelque chose comme ça d'engloutissant, de se dire tiens, je pourrais souffrir de la perte. On ne peut pas aimer sans accepter de courir ce risque de la blessure, de l'arrachement. Ça fait partie du deal. On peut pas aimer sans cette crainte. Sinon, c'est qu'on est dans autre chose que de l'amour. On est dans de la possessivité, de l'obsession, une forme de paranoïa, que sais-je encore, mais pas l'amour véritable. L'amour véritable, c'est flirter avec le risque de perdre l'autre. On peut le perdre. Et aimer, c'est accepter ça. Donc oui, je vous rejoins sur chacun de ces items, absolument. Et c'est important parce que parfois c'est des peurs un peu mélangées, donc c'est pas toujours facile de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'aimer, qu'on ne s'engage pas, mais c'est en faisant ce travail-là qu'on peut, parce qu'une peur qui est inconsciente, qui est pas reconnue, elle reste là, oui. Et ce n'est qu'en la repérant qu'on peut éventuellement la faire disparaître. Donc, Et en considérant aussi que ça vaut le coup quand même, que c'est un risque constant, mais que ça vaut le coup de le vivre. C'est exactement comme l'existence humaine, oui, elle se termine un jour, mais il faut quand même la vivre. Cette relation amoureuse, vivons-la. On continue avec Audrey qui nous rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour Brigitte. Merci de témoigner. Alors, racontez-nous. Merci de m'accueillir. Bonjour Samuel. Ah, bonjour Audrey. Alors moi je connais bien la blessure d'abandon puisque quand j'étais petite j'ai découvert que ma maman devait se faire avorter et elle est allée jusqu'en Hollande et ça ne s'est pas fait et du coup j'ai vécu toute ma vie avec cette sensation d'abandon. C'est de vous qu'elle voulait avorter, c'est ça? Ah oui. Oui. Et comment vous l'avez su? Par hasard, je pense, des discussions avec d'autres personnes et j'ai découvert que c'était de moi dont elle parlait. Ça, voilà. C'est assez lourd quand même. Alors, on sait que parfois les enfants le ressentent sans réellement avoir eu l'information. Mais là, si en plus vous l'avez eu, l'information, ça a dû... Vous savez vers quel âge vous avez découvert ça? Je devais être très jeune, je dirais entre 7 et 10 ans. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle voulait avorter? Vous le savez? Parce qu'elle avait déjà 5 enfants et je suis arrivée 7 ans après mon frère et c'était pas prévu. D'accord, oui, elle avait tourné la page. Pour elle, c'était fini d'être mère et d'avoir des enfants. Et là, vous arrivez 7 ans après. Elle a jamais eu la fibre maternelle, donc je pense que ça faisait l'enfant de trop peut-être. Ce qui montre, et alors c'est quelque chose que je vous aurais dit si vous aviez été une de mes patients, c'est montre que vous êtes un petit miracle. Vous voyez, vous ne deviez pas naître. Parfois, on disait je ne suis pas désiré. Vous êtes un petit miracle. Ça ne devait pas être là. Elle avait déjà eu 5 enfants. Brigitte a nommé cette question de la fibre maternelle. Vous êtes un miracle. Vous vous êtes arraché à ces contingences, à cette fatalité-là, à cette non-naissance qui était prévue pour vous. Et vous êtes quand même parmi nous. Et vous appelez aujourd'hui. Et vous ouvrez la voie pour d'autres auditeurs qui nous appelleront. Vous vous rendez compte, Audrey? Un petit miracle. Voilà ce que vous êtes. Oui, alors je ne le vois pas toujours comme ça, malheureusement. Il faut le voir comme ça.
Voilà. Oui, c'est quelque chose de très dur à vivre et j'ai souvent l'impression de ne pas être désirée. Oui, mais dans ces cas-là, quand la psychologie fait défaut, et cette spiritualité, c'est la question du sens qu'on constitue sur notre existence. Et comment est-ce que on fait de quelque chose, de cette toile blanche initiale, de cette blessure initiale. Et je suis sûr que vous faites quelque chose de votre vie. Et puis Audrey, il y a une chose aussi que j'ai envie de vous dire. Bon, ok, votre mère a essayé de ne pas vous avoir, mais ça ne veut pas dire que quand elle vous a eu, elle ne vous a pas aimé. Non, elle m'a pas aimée, mais elle n'avait pas la fibre maternelle, donc elle n'a pas montré beaucoup d'affection. Et donc, du coup, ça a fait une grosse paille chez moi. Mais vous aviez, alors vous arrivez quand même dans une famille nombreuse, si je comprends bien. Vous aviez 5 frères et sœurs. Il y a peut-être quand même eu beaucoup des frères et sœurs qui vous ont aimé, ou est-ce que vous avez vraiment eu le sentiment d'être le vilain petit canard boiteux qui arrive et qui embête tout le monde? Qu'est-ce que vous diriez? Un peu des deux. Au niveau de mes sœurs, beaucoup d'affection, mais bon, comme elles étaient plus grandes, elles ont envie de quitter le nid familial. Et après, au niveau de mon grand frère, au-dessus de moi, vilain petit canard. Mais vos sœurs, vous aviez quel âge quand la dernière est partie? J'ai 10 ans de plus. Elle a 10 ans de plus que moi, la dernière. Oui, d'accord, mais donc elle est partie quand vous aviez quand même déjà un petit peu d'âge. Donc vous avez quand même eu dans votre enfance quelqu'un de féminin qui a peut-être... vous voyez, je crois qu'il faut aussi aller voir qu'est-ce qui a permis, quels ont été vos tuteurs, si je puis dire. C'est mes sœurs. Bah oui, donc c'est pas rien, vous voyez. Je crois que c'est important parce que j'entends quand même dans votre témoignage qu'il y a quelque chose de définitivement raté. Mais non, je crois qu'il faut aussi voir, parce que c'est ça le miracle aussi des enfants, c'est que parfois c'est un chien, un arbre qui permet de se sentir relié, aimé et pas abandonné. Et là, vous avez vos sœurs. Mais là, actuellement, elles sont pas très présentes. Le lien s'est un peu coupé. Oui, mais là, vous êtes adulte, Audrey. Oui, mais c'est quelque chose que je traîne encore aujourd'hui. C'est encore pour moi. Oui, on en revient tout le temps au temps des origines. Et au-delà de cette naissance non désirée par votre mère, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez du manque de soins par la suite. Et ça crée justement cette fragilité face à l'abandon, face à la perte, le manque de confiance en soi. On n'est pas lesté narcissiquement de cette sécurité, de ce soutien, de ces bons soins primaires. Et c'est très difficile, je suis d'accord avec vous, de les reconstituer pour soi par la suite et de trouver d'autres appuis. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait parvenir à faire, c'est-à-dire trouver ce qui vous porte dans la vie, quels sont les autres assez chaleureux, assez contenants pour vous, sur qui vous pouvez compter, pour constituer quelque part une sorte de néo-famille qui vous apportera ce souffle. Moi, Brigitte a rappelé mon livre, L'enfant thérapeute. Moi, j'ai beaucoup souffert des blessures d'abandon de ma mère, du fait qu'elle investissait massivement ma sœur quand j'étais notamment adolescent, et ça a été vraiment quelque chose que j'ai trimballé avec moi. Et il a fallu que je me rende compte que ce lest affectif, je le trouvais auprès de mes amis, je le trouvais ailleurs. Vous voyez, l'amour, on le trouve tout le temps. Qui que nous soyons, où que nous soyons. J'ai déménagé et je me retrouve toute seule en fait dans une région avec ma fille et j'ai vraiment l'impression d'être seule au monde, quoi. Inscrivez-vous peut-être dans un groupe de parole, dans un groupe de lecture, dans un groupe d'art. Sortez, constituez-la cette vie sociale pour vous. Constituez-vous ce tissu, ce lien. Non ? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ça vous ferait du bien. Puis je vois que vous avez une voix chaleureuse, que je suis sûr que ça pourrait intéresser plein de gens dans un groupe de parole, mais il ne faut pas rester isolé. D'accord. C'est-à-dire que, Audrey, on a toujours, c'est le passé, mais on est libre d'en faire quelque chose de négatif ou de positif de notre passé. Et là, quelque part, vous pensez que parce que, vous avez subi quelque chose de difficile, et ça, je crois que personne ne va dire le contraire, mais c'est pas parce que vous avez subi quelque chose de difficile qu'il faut toute votre vie croire que ça va être difficile. Au contraire, c'est parce que vous allez vous dire... J'ai connu ça de difficile et je suis en vie. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, je suis en vie, je suis capable d'être en vie. Vous voyez, on peut aussi voir le côté positif de quelque chose qui a été difficile. Oui, là c'est difficile parce que je me suis séparée il y a un mois de mon compagnon avec qui je m'entendais très bien et qui me donnait beaucoup d'amour.
Sauf qu'il avait une addiction à l'alcool et il n'était pas capable d'en sortir actuellement. Et donc du coup, j'ai de nouveau cette sensation d'abandon qui est revenue. Bah oui, bien sûr. Ouais. Toute situation de séparation vient Bien sûr. réveiller Ça, les c'est deuils précédents et les Oui, premiers abandons. Donc là, vous êtes dans vos blessures. Tout est réactualisé. C'est ça. Et j'ai l'impression que le schéma va se reproduire indéfiniment et que ça va jamais s'arrêter. Non, ça s'arrête au bout d'un moment. Bah, ça s'arrête Quand si on fait ce qu'il faut. Si on fait ce qu'il faut, voilà. C'est-à-dire que pourquoi vous avez choisi cet homme qui certainement était encore plus fragile que vous, vous voyez, c'est pas inintéressant aussi à comprendre ça. Oui, non, mais là, je vais démarrer une thérapie pour pouvoir... Bravo. Bravo. C'est un chemin de vie que vous devez faire, une valeur à accorder à votre existence. Parce que là, je pense, dans votre cas, qu'il vaut mieux choisir quelqu'un de positif et qui va vous aider à avancer du côté clair de la vie, tandis que lui vous a ramené et vous avez certainement eu raison d'ailleurs de le quitter, mais il vous ramenait dans quelque chose dont il faut que vous sortiez. Oui. Puis vous avez votre fille, si j'ai bien compris quand même. Hein. Oui. Bon, là, voilà, là c'est joyeux là, hein, on est d'accord. Et si au départ, moi c'est ce que je dis souvent hein, pour les femmes qui sont mères, si vous le faites pas pour vous au départ, faites-le pour votre fille. Après, il faudra le faire pour vous, mais le premier pas, parfois, il est plus facile à faire pour sa fille que pour soi. D'accord. Et puis après, une fois que vous l'aurez fait pour votre fille, vous le ferez pour vous. Oui. Oui, je compte bien finir la deuxième partie de ma vie plus heureuse que la première. Oui. Mais là, ce que vient de vous dire Brigitte est vraiment clé, parce que c'est à la condition que vous puissiez suivre cela que vous ne transposerez pas vos blessures d'abandon sur votre fille. Vous voyez, il y a une vraie clé, vous n'êtes pas toute seule. D'accord. C'est pour ça que là, ce que vous a dit Brigitte, retenez-le. Oui, je vais le retenir. Merci Audrey, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. On continue bien sûr sur cette blessure d'abandon qui, on le sait, provoque beaucoup de souffrance et on en parle avec Samuel Doc qui est avec nous et avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Je rappelle votre dernier livre, L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb. On parle de la blessure d'abandon avec Nathalie qui nous rejoint. Bonjour Nathalie, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel, merci de me recevoir. Je voulais témoigner, en fait, c'est que, bon, moi j'ai 51 ans maintenant, hein, mais quand j'étais toute petite, en fait, j'ai ressenti très très tôt sinon l'abandon, en tout cas le rejet. En fait, j'ai appris plus tard que mes parents voulaient un garçon. Et donc, je l'ai ressenti. Donc, je me suis conformée à ce qu'on voulait que je sois. Donc, j'ai observé comment agissaient les garçons et je me suis comportée en garçon. Et en fait, pendant toute ma vie, j'ai été hyper vigilante aux signes de colère ou de désapprobation de mes parents. Je faisais très très attention à ça. Je me suis complètement oubliée. En fait, quand j'étais petite, j'en suis arrivée à être persuadée que j'avais fait quelque chose de très très mal dans des vies avant ou dans ma vie tout court et qu'il fallait que j'expie. Donc je me suis dit, arrête de vouloir. Mais ça, c'est Nathalie, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est parce que je veux transmettre le message à tout le monde. En tant qu'enfant, la manière dont nos parents nous traitent, c'est toujours de notre faute. C'est comme ça que ça fonctionne, un enfant. Absolument. Et c'est vrai que le premier travail qu'on devrait tous faire aux alentours de 21 ans, j'aime bien cet âge parce que sur le plan astrologique, il est symbolique, on devrait tous comprendre que nos croyances d'enfants, il faut les mettre de côté, quoi. Ouais, alors c'est pas facile, hein. Non, j'ai pas dit que c'était facile. Parce que on sait que ça engage, mais en tout cas j'ai grandi avec cette idée que j'étais un vase vide d'amour, et c'est très très douloureux. Et grâce à mon fils, quand j'ai accouché, il y a eu une dissonance cognitive qui s'est opérée en moi, et je me suis dit mais en fait je suis pas un garçon. Mais oui. Et alors là, tout a explosé et j'ai suivi une analyse pendant
pendant 17 ans. Et là, je suis une femme heureuse et joyeuse. Ah bah bravo. Mais alors comment en tant que garçon vous avez pu être enceinte et porter pendant 9 mois un enfant? C'est ça, c'est cette dissonance cognitive qui a pris naissance à ce moment-là. Mais vous savez, Brigitte, dans mon fort intérieur, je souhaitais être une fille, j'étais une princesse. Je me couchais tous les soirs, je m'imaginais avec une belle robe et je me disais, un jour, je serai heureuse. Ah oui, il y avait ce rêve qui vous portait. Oui. Oui, exactement. Et donc, il y avait un côté qui était. Vous aviez pas abandonné la petite fille. Eh oui. Non, jamais. Et je suppose que cette analyse que vous avez faite vous a permis de rendre à vos parents les blessures qui leur appartenaient et à dire stop, n'est-ce pas? Oui. Bah oui. Exactement. Et le dialogue a été très libre avec ma mère et on en a parlé et elle s'en est voulu. Je lui ai dit écoute, t'as fait avec ce que tu pouvais. Voilà, on fait tous avec ce qu'on peut et on fait tous de notre mieux. Et ça a pacifié beaucoup la relation et elle en a été heureuse aussi. Ben, bravo Nathalie, parce que vous avez fait le chemin, hein, comme on dit, c'est bien. Et alors quel homme vous avez choisi en tant que garçon alors? Et ben justement un homme qui m'aimait en tant que garçon, et quand j'ai changé radicalement après mon accouchement où je me suis transformée en fille super sophistiquée, il s'est éloigné et on a fini par se séparer. Bon, Oui. ça avait l'air d'être pensé en tout cas. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a réellement eu une métamorphose grâce à la naissance de votre fils. Ah oui. Oui, Ouais. Et puis vous montrez aussi que l'abandon, comme on le disait en introduction à cette émission, ne concerne pas que les personnes, mais aussi les concepts abandonnés, quelque part, une sorte de genre comme ça, qui ne vous appartiendrait pas. Et voilà, il y a eu ce travail d'élaboration qui vous a permis de devenir vous. Et quand on accepte l'abandon, et c'est un peu ce que je trouve dans le propos de Brigitte, on est un petit peu plus soi-même. Là, j'entends une quête d'authenticité de vous-même, non ? Oui, est-ce que j'ai raison? Exactement. Voilà. Mais tellement. J'ai jamais. En fait, j'ai toujours été un petit peu particulière. Et je me souviens très bien arriver au lycée avec des bretelles fluo, une rose, une verte, et une chaussure orange et une chaussure rouge. C'est intéressant parce que sur le plan symbolique, ça veut bien dire qu'il y a toujours eu en vous, certes, ce garçon que vous vouliez à qui vous vouliez ressembler, mais cette fille que vous savez que vous étiez. Et je suis sûre qu'au fond de vous, vous avez toujours su que vous étiez une fille, sinon vous n'auriez pas pu être enceinte, vous n'auriez pas pu désirer un enfant, vous voyez. Et c'est ça qui est intéressant parce que grâce à votre analyse, je suppose, vous avez fait la part des choses, mais ce qui est formidablement bien, et moi ce que j'ai vraiment envie de relever, c'est que on a tous en nous, de toute façon, une part masculine, une part féminine. Alors après, le dosage va dépendre de chacun, mais c'est quelque part en faisant le lien entre ces deux parts qu'on devient soi, vraiment qu'on devient soi. Et ceux qui croient qu'ils sont que garçons ou que filles, de toute façon, sont pas complètement unifiés. Oui, et je me sens tellement libre. Je peux jurer comme un charretier, je peux être en robe de soirée le lendemain, parée de tous mes plus beaux atours, et je me sens tellement libre. Bah c'est un jeu. L'identité n'est jamais qu'un jeu. Alors on voudrait croire aujourd'hui dans notre société qu'il y a une rigidité, qu'il faut être de tel genre, ou être ceci ou être cela. Non, c'est un jeu. Amusons-nous avec nos multiples identités. Soyons vivants, soyons multiples, ne soyons pas... voilà. Mais remarquez, Nathalie, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que vos parents vous ont fait un magnifique cadeau en vous disant qu'ils voulaient un garçon. Parce que vous imaginez le chemin que ça vous a permis de faire et cette liberté que vous avez acquise grâce justement à cette souffrance. Et c'est quand même ce que j'aime toujours à signaler à ceux qui nous écoutent, la souffrance, quand on la dépasse, eh bien ça devient un cadeau. Hein. Oui, je remercie tous les soirs tous mes aïeux de cette histoire. Tous les soirs, peut-être pas quand même. Oui, mollo. Si, en m'endormant. Si, c'est vrai, je le fais en m'endormant. Je les remercie. Oui, parce que pour rien au monde, je vivrai une autre vie maintenant. Ah, bah ça c'est rare d'entendre ça. C'est superbe. Oui, bravo. Bravo à vous. Bon, et c'est un message d'espoir pour tous les gens qui souffrent. Bravo. Ça fait plaisir à entendre, oui. Et nous apprécierons. Vous avez bien montré à votre fils que c'était un garçon ? Ah oui. J'ai toujours respecté leur identité. J'ai 2 garçons. La seule chose qui m'ennuie, c'est que mon aîné
est né trop tôt et donc je lui ai transmis quelques souffrances de manière inconsciente. Et bon, on en a discuté, j'ai mis des mots dessus, mais ça n'empêche pas qu'elle soit ici. Donc, oui, puis né trop tôt, bon, là on parle du sens encore, pas sûr. Les choses arrivent parfois avec une certaine sérendipité, elles n'arrivent pas totalement par hasard. Certes, mais je le vois souffrir et ça me fait mal au cœur. Ouais. Mais il souffre de quoi? Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur? D'abandon, parce que son père, du coup, l'a abandonné en nous quittant. Et hop, l'histoire se répète. Et ça me fait tellement mal au cœur. Mais il faut qu'il traverse sa propre souffrance pour évoluer. Il le voit, son père? Il le voit? Il le voit de temps en temps, oui, bien sûr. Il a choisi d'habiter chez lui une fois qu'il a eu 15 ans. Ah. Mais ça n'a pas empêché qu'il court après l'amour de son père encore et encore. Et ouais, ça me fait tellement, tellement mal au cœur. Mais on en discute, on est en dialogue, hein. Il en est conscient. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 23 ans. Oui, c'est normal. Il a pas encore cheminé suffisamment, mais ça va. Enfin, je veux dire, il se sent bien en tant que garçon, de toute façon. Oui, ça n'a pas d'incidence sur son genre. Et mes garçons sont des garçons. Bon, donc ça va faire son chemin. Vous savez, à 23 ans, qui n'a pas des souffrances de toute façon, parce que on a tous des enfances où il y a des choses qui n'ont pas été comprises, pas été donc il a cette souffrance-là. Vous la percevez bien parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, donc vous êtes très apte à être à l'écoute des autres, mais je veux dire, il a pas d'addiction, il travaille à l'école, dans sa vie professionnelle, ça va. Oui, ça va. Bon, ça va. donc il y a aucun symptôme qui laisse à penser que c'est des souffrances qui ne seront pas surmontables. Absolument. Ah, alors il a choisi son métier en fonction de ce qu'aimait son père, hein. Donc je suis pas sûre que ce soit un vrai choix. Non, mais il peut y avoir une identification sans que ça soit forcément un problème, vous voyez. Mais oui, tout à fait. Mais de toute façon, désormais, c'est son choix. On dialogue ensemble, et puis l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Et pour l'instant, il a l'air heureux. Donc là, vous êtes un peu en train de projeter votre propre parcours sur lui, mais j'ai l'impression dans ce que vous dites que franchement, il y a rien d'alarmant, hein, franchement. D'accord, écoutez, merci de ce regard extérieur. C'est vrai que oui, soyez paisible avec ça. Je pense que ça va l'aider aussi. Hein. D'accord. Bon, super. Enfin, il me semble. Absolument d'accord. Je pense qu'il est sur un chemin de vie. Puis surtout, vous êtes très sensible à la question de la psychologie, à la question de la transmission, donc au langage. Donc il a quand même une maman qui est éveillée à ces choses-là. Et ça, c'est un grand privilège. Oui, puis le dialogue est ouvert, ça c'est très important aussi. Absolument, je peux tout entendre. Précieux, c'est très précieux, et puis il fera son histoire aussi avec son père. Vous, la difficulté, je pense, ce sera de réussir à laisser faire son père d'un côté, sans trop le critiquer, et sans fragiliser le lien que votre fils peut avoir avec lui. Parce que ça fragilisera l'identité narcissique de votre enfant. Ce sera le plus dur, parce que si vous avez souffert de cet abandon, il pourrait y avoir des représailles inconscientes à l'égard de votre ex. Et ça, ce sera difficile. Ça s'observe beaucoup dans la clinique. Oui, mais je fais très très attention à ne pas justement le mettre en porte-à-faux entre son père et moi. Félicitations, j'aimerais entendre ça plus souvent en séance. En tout cas, merci de ce témoignage particulièrement positif, beau et franchement merci Nathalie et bravo. Oui. Une petite devinette avant les infos. De quoi aurions-nous besoin pour apprendre à compter les uns sur les autres, Samuel? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Aujourd'hui avec Samuel Doc, nous parlons de la blessure d'abandon. Vous voulez réagir à l'émission ou apporter votre témoignage? Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et on va revenir bien sûr sur la blessure d'abandon. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. De qui aurions-nous besoin pour nous apprendre à compter les uns sur les autres? Je sais pas, j'aurais dit de crédulité, mais c'est pas de qui, c'est de quoi? De qui? On aurait besoin d'un professeur de mathématiques pour compter les uns sur les autres. C'est pas mal. Samuel Doc, forcément. Forcément. Alors la blessure d'abandon, on a déjà vu avec les témoignages de la première heure qu'elle se manifeste de
tellement de manières différentes et c'est parfois très très complexe pour arriver à la dépasser. Mais ça peut aussi, lorsqu'on la dépasse, être un élan de vie extraordinaire. Absolument, et il faut dire à nos auditeurs, mais on l'entend un peu dans les témoignages qu'on a reçus, c'est que c'est un chemin qui prend beaucoup de temps. Vous avez donné l'exemple de l'enfant thérapeute. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ce qui s'était passé dans la vie de ma mère et pour pouvoir guérir de cette blessure. Et quand aujourd'hui on m'appelle, on me dit voilà que le livre que j'ai écrit ouvre cette voie à d'autres, je suis ravi. Je trouve ça magnifique de voir que ces blessures-là, on peut les ouvrir. Et c'est un peu les témoignages aussi qu'on a reçus. Il y a une vraie volonté de partage, de vaincre ensemble. Absolument. Et on retrouve Frédéric maintenant. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci de témoigner à votre tour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Allez-y. Oui, écoutez, moi j'ai été placée adolescente, enfin 12 ans, en foyer famille d'accueil. Donc j'ai perdu toute ma famille à ce moment-là, quoi. Enfin, tous mes repères, quoi. Bien sûr. Placée en famille d'accueil, donc j'imagine que vous étiez dans une famille toxique. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Mais alors c'est intéressant parce que de la manière dont vous formulez cela, ça montre que même dans une famille toxique, quand on est arraché à cette famille, on en souffre. Oui. Même si j'imagine que c'était pour vous sauver, et ça je trouve je tiens vraiment à le relever parce que je crois qu'un enfant, de toute façon aime ses parents même s'ils ne sont pas de bons parents. Exact, et c'est très complémentaire, Brigitte, avec ce que vous avez dit un peu plus tôt dans l'émission quand vous disiez qu'un enfant considère que tout ce qui lui arrive, c'est parce que ses parents l'ont voulu et que c'est pour une bonne raison. Ça va avec, un enfant est totalement interdépendant de la représentation de ses parents, donc oui. Oui, d'où il ressort la culpabilité aussi. Absolument, l'enfant se dit qu'il a fait quelque chose de mal lorsque... voilà. Ouais. Et pourquoi je mérite qu'on m'arrache à ma famille? C'est ça. Oui. Ça dure des années, comme vous le disiez là juste à l'instant. C'est vrai que c'est un travail de toute une vie, quoi. Moi, je pensais, avec des thérapies, etc., pouvoir... passer le cap, mais je me rends compte qu'en fait c'est le travail de toute une vie et que c'est des blessures qui marquent, pour moi, pour ma part, qui marqueront à jamais, quoi. Et en quoi cette blessure d'abandon qu'on comprend bien, Frédéric, vous handicape? Qu'est-ce que ça provoque comme angoisse, comme peur chez vous? Moi aujourd'hui je suis maman, oui. Donc déjà par rapport à mon enfant, c'est une peur, une peur de reproduire, une peur qu'elle subisse aussi, une peur qu'elle subisse ça elle aussi, parce qu'on peut subir aussi un abandon dans la vie, pas en dehors de l'entourage familial, quoi. Elle a quel âge votre fille, Frédéric? Elle va avoir 3 ans. 3 ans, oui. Ouais. Bon, déjà, vous l'avez pas abandonnée? Non. Bon, et vos peurs font que vous êtes certainement 2 fois plus vigilante qu'une maman normale. Oui, tout à fait. Et puis après, dans mes relations aussi aux autres, quoi, c'est compliqué. Vous souffrez d'angoisse? Angoisse, non pas. Je dirais pas angoisse, mais je reste sur ma réserve. Je me protège beaucoup par rapport aux autres, quoi. Et il y a une tristesse en vous? Oui. Ouais, Ça, on l'entend. On l'entend. Oui, on l'entend. On l'entend, Frédéric. Votre famille d'accueil, c'était une famille qui était opérationnelle ou est-ce qu'elle était quand même aimante? Alors, il y en a eu plusieurs, donc... D'accord. Oui. Ça, c'est très dur parce que ça réitère évidemment la blessure d'abandon dont on parle. C'est très très dur. Tout à fait. Et excusez-moi, si vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez pas. Votre famille d'origine, donc quel était le problème? C'est mon beau-père qui a abusé sexuellement de ma sœur et de moi. D'accord, ok. Donc, et notre génitrice est restée, ne nous a pas cru et est restée avec lui. Voilà. Et donc, on entend bien dans ce mot génitrice comment vous avez rejeté votre mère. Hein. Oui. Ça, c'est peut-être un travail quand même qu'il va falloir faire. C'est-à-dire que vous avez le droit de l'appeler votre génitrice et vous avez le droit de ne plus l'aimer. Mais il faut quand même que vous compreniez que malgré tout, vous l'avez aimée et que malgré tout, ce que vous êtes, c'est un petit peu d'elle. J'ai fait ce travail un petit peu. J'ai commencé, parce que je me suis dit que la colère n'était pas... Elle n'est jamais bonne. Non.
Donc j'ai essayé de pardonner, mais peut-être que c'était un peu trop. Je suis peut-être allée un peu trop loin parce que pardonner, c'est. Pardonner, c'est pas. Vous êtes, non, Oui. vous êtes pas obligé de lui pardonner. Non, absolument pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais toujours pareil, on est toujours avec ce monsieur et Oui. voilà. Vous avez des contacts avec elle ou pas du tout? Aujourd'hui, très peu. Vous n'avez Par pas envie? téléphone. Ben oui. Non, j'ai plus trop envie, non. Elle s'intéresse à ce que vous devenez ou pas du tout? Oui, justement, il faudrait. Mais, Ah, elle regrette, c'est ça? je pense qu'elle essaye un petit peu de se racheter, mais. Si elle reste avec cet homme qui vous a abusé sexuellement, ce ne sont que des mots. Oui. C'est Oui, des actes. d'autant plus depuis le petit moment, en fait, Vous comprenez, vous avez du mal à. J'ai du mal à comprendre. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est plutôt bon signe que vous ayez du mal à comprendre. Ça veut dire que intellectuellement, ça vous paraît impossible de comprendre, et ça montre que vous avez une éthique un petit peu meilleure sur le plan de la morale, etc. Vous avez une sœur aussi, si j'ai bien compris, et avec elle, ça va? Oui, ça va. Oui. Donc vous êtes quand même reliés à elle, et vous étiez placés toutes les deux dans les mêmes familles d'accueil ou pas? Et non, on a été séparés parce qu'il y a eu jugement, donc on a été séparés. Donc là, vous êtes engagé. Là, vous êtes engagé donc dans un travail thérapeutique, si je comprends bien, depuis pas très longtemps. Ça vous fait du bien? Ça vous permet de repenser votre place dans cette famille, dans votre existence? Oui, alors ça a été un peu difficile, c'est par étapes. J'ai fait 2 thérapies, dont une de MDR. Et j'ai stoppé le MDR parce que c'était trop douloureux. Ah, et puis là, je reprends autre chose. Puis je vais vous dire, le MDR, je trouve qu'ils font, les thérapeutes font un travail souvent remarquable, mais sur des histoires familiales qui sont aussi complexes, aussi meurtries, qui demandent beaucoup d'aller à petits pas, d'être dans le langage, c'est pas toujours l'approche thérapeutique la plus adaptée. C'est là, à mon sens, que la psychanalyse est vraiment adaptée, puisque on va s'intéresser vraiment en profondeur à l'enfance, à tout ce qui nous constitue, à l'arrachement, au désir, et ça, c'est précieux. Là, pour le coup, la psychanalyse, je pense, est totalement irremplaçable. Donc, je vous invite à y réfléchir. Et votre géniteur, le père, c'est quoi? Mon papa, il est décédé il y a bientôt 2 ans. Je l'ai retrouvé étant en foyer. Lui, il avait abandonné à l'époque où ils se sont séparés. Il avait abandonné. Il s'est pas battu pour nous avoir, quoi. Oui, d'accord. Il est parti quand votre génitrice l'a quitté pour le beau-père monstrueux. Oui. Voilà. D'accord. Et je l'ai retrouvé à 15 ans. Et vous aviez quel âge quand il part? Quand il part, j'avais 4 ans. Ah oui, donc c'est terrible, parce que c'est un âge en plein Oedipe. Moi, j'en avais aucun souvenir, en fait, oui. Oui, bien sûr, aucun souvenir, c'est normal. Avant 3 ans et demi, 4 ans, on n'a pas de souvenir. C'est d'ailleurs toute la difficulté. Mais forcément, ça a été un premier abandon qui a été certainement... Qui est certainement important à assimiler aussi, parce que vous êtes abandonné par l'homme de votre vie, en quelque sorte, si je puis dire. Et ensuite, vous êtes laissé entre les mains d'une femme plutôt, on va dire, plutôt sorcière. Malveillante, néfaste, les mots manquent. Mais peut-être qu'il faut travailler là-dessus aussi. C'est vrai que je ne pense pas à cet abandon-là, mais c'est déjà un premier abandon. Oui, c'est un premier abandon, mais en même temps, parce qu'il faut toujours voir aussi le côté positif des choses qu'on traverse. En même temps, il a été là pendant les 4 premières années de votre vie, et peut-être qu'il a été plus aimant et plus sécurisant que vous ne pouvez peut-être l'imaginer. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut voir. Comment, si vous avez des photos avec lui en tant qu'enfant, ça peut être intéressant de regarder. Quel regard il porte sur vous, comment vous ressentez. Malheureusement, j'en ai pas. Vous n'en avez pas, mais bon. C'est drôle, moi aussi je pensais aux photos pour retracer cette histoire. C'est exactement le conseil que j'allais vous donner. Je suis content que Brigitte l'ait fait. Sur comment réussir à articuler toute une histoire sur soi. Oui. Constituez-vous là cette histoire pour vous, même avec votre actualité et des photos contemporaines, mais retissez ce fil qui a été brisé il y a si longtemps.
Et peut-être écrivez une lettre à ce père. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ça va vous aider à peut-être créer un lien solide, même s'il est imaginaire, un premier lien solide qui va vous permettre peut-être aussi d'être plus en sécurité et plus enraciné dans vos origines. Ça peut être intéressant quand même. Absolument. Oui, l'écriture, oui. Oui, et un lien à vous-même aussi. Un lien à vous-même en vous disant « Waouh, j'ai survécu à ça, je suis vivante, j'ai même donné la vie. » C'est retisser le lien avec vous, soyez fiers de vous. Parce que vous vous rendez compte de tout ce à quoi vous avez survécu, c'est quand même extraordinaire. Moi, je vous écoute et je me dis « Mais quelle force de résilience !» Je dirais au contraire. Bah oui, quand même, hein, Voilà. Frédéric. Bon, c'est pas tout le monde qui traverse tout ça et qui appelle et qui peut en parler avec beaucoup de lucidité, parce que vous êtes lucide sur votre parcours et ça prouve que quoi qu'il en soit, vous avancez et vous êtes sur le chemin. Donc, ben oui, il va y avoir de temps en temps encore des nuages qui vont passer, mais de temps en temps, il y a des rayons de soleil quand même. Oui, heureusement. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On fait une petite pause et c'est Christophe qu'on retrouve dans un instant. Comment avoir et rester dans une sexualité positive? Comment améliorer sa libido et la maintenir au top? Demain, Yves Salty, sexologue, répond à vos questions. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste et on parle de la blessure d'abandon. Je rappelle qu'on a tous des blessures d'abandon et après c'est ce qu'on en fait qui compte. Et on va voir ce qu'en a fait Christophe. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Alors pour ma part, j'ai perdu ma mère en fait d'une longue maladie alors que j'avais simplement 6 ans. Donc voilà, situation compliquée parce que contrairement à ce qui pourrait se faire aujourd'hui, donc aucun accompagnement, aucun travail de deuil, rien n'a été fait de ce côté-là, donc par mon père qui restait le seul des 2 parents. Et en plus une longue maladie, donc vous avez vu votre mère souffrir et j'imagine. Oui, j'ai des souvenirs de ça malheureusement. J'imagine malheureusement. Bien. Oui. Et les conséquences, je peux arriver à en parler aujourd'hui parce que sur ma vie ensuite moi familiale, ça a été en fait de rester dans une relation pas forcément équilibrée donc au fil du temps et de me entre guillemets me satisfaire d'une relation qui était complètement déséquilibrée et pas satisfaisante en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous avez choisi de vivre avec quelqu'un qui ne vous apporte pas non plus la sécurité affective qu'on aspire quand on vit avec quelqu'un. Au départ, si ça a clairement été, je pense, le cas, mais par la suite, la relation s'est déséquilibrée et de pas, entre guillemets, de pas avoir le recul nécessaire de se satisfaire d'une relation pour, je pense, indirectement pas revivre ce que j'avais déjà vécu. Et vous avez donc vous rencontrez une femme, vous vivez, oui. vous engagez, etc. Et au bout de combien d'années ça commence à aller mal? Ça s'est installé en fait progressivement et après pour être complètement transparent, elle voulait en fait entre guillemets légitimer la relation qu'elle avait avec un amant sous le coup d'être un couple entre guillemets un couple libre. En fait, l'idée n'était pas spécialement celle-ci pour elle, c'est simplement qu'elle avait un amant et elle souhaitait en fait officialiser les choses. Ouais, oui. Entre guillemets, voilà, c'était ça. Et moi, le déclic de me dire il faut faire quelque chose, c'est que je pense qu'elle était intimement convaincue que j'accepterais cet état de fait en fait. Voilà. Oui, tellement elle pensait que vous étiez dépendant d'elle. Absolument. C'est complètement ça. Voilà. Oui. Vous avez évoqué votre maman et sa longue maladie. Je fais un petit peu un retour en arrière. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez, indépendamment des souvenirs de sa maladie, est-ce que vous avez le souvenir de ses bons soins envers vous, de sa tendresse, de sa chaleur? Est-ce qu'il y a eu des moments câlins? Est-ce qu'il y a eu une douceur? J'ai souvenir très peu de ce genre de... Parce que je n'avais que 6 ans et j'ai très peu souvenir de tout ça en fait. Mais il y en a eu.
Il y en a eu, oui. Vous le savez? Oui, bien sûr. Parce que ça, vous voyez, c'est très précieux de pouvoir avoir de la prime enfance une trace, un vestige, si je puis dire, de tout cet amour, de toute cette tendresse qu'elle a essayé de vous transmettre. Je pense que c'est extrêmement précieux et que rien ne peut remplacer cela. D'autant que, encore une fois, bien sûr que vous avez vécu l'abandon, mais elle n'a pas voulu vous abandonner. C'est aussi une chose très différente que quand une mère vous abandonne. Oui. Et vous avez des frères et sœurs ou pas? Oui, une sœur également, Aînée, cadette? Aînée. Qui a plus connu votre maman, donc? Exactement. Et qui peut vous en parler un peu? Oui, on en a parlé, mais c'est vrai que... Elle a combien d'années de plus que vous? 4 ans. Ah oui, quand même. Oui, donc elle avait... Oui, donc c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin du tout, non. Parce qu'elle a... Non, mais c'est pas... c'est quand même une figure féminine, si je puis dire, qui reste là malgré la perte de votre mère, oui. Exactement. Et c'est important ce que vous dites, parce que je pense aux écrits de Julia Kristeva qui dit qu'une mère transmet à son enfant dans les premières années de la vie un affect d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle aime son enfant, elle lui donne corps et elle ancre sur cette planète sa volonté d'exister, de vivre et de s'aimer soi-même. Et c'est vraiment important, quand il y a de l'amour sur les premières années de la vie, cet amour-là, vous l'emmenez avec vous, quand bien même vous ne vous en souvenez pas, bien plus encore que la maladie qui dévaste, qui tue, qui fait souffrir, vous emmenez avec vous cette petite trace de l'amour. Et si ça vous fait souffrir, et si c'est douloureux, c'est bien parce que c'était tellement important pour vous à une certaine époque de votre vie. Vous voyez, il y a ce souvenir dans le corps. Et c'est ça qu'il faut. Et quand Brigitte tout à l'heure parlait du corps et disait que c'est fondamental de prendre soin de son corps, elle a raison, mais c'est aussi un lieu de la trace. On retrouve dans le corps des sensations, un héritage des toutes premières interactions de l'enfant. Donc vous voyez, votre mère, quelque part, est toujours là. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez par rapport à votre histoire relationnelle de couple, c'est qu'au fond, en quittant cette femme, vous avez peur de revivre l'abandon de votre mère, en quelque sorte. C'est ça, je suppose que... Je pense que ça est ça. Et moi, le déclic, ça a été de réaliser qu'effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'elle était convaincue que j'accepterais tout de sa part. Et c'est là où je me suis dit, comment dire, en termes d'amour propre, d'ego, je sais pas, c'est pas possible. Il faut réagir. C'est pas possible d'être entre guillemets. Oui, mais n'oubliez pas, Christophe, que ce que vous avez vécu quand vous aviez 6 ans était horriblement douloureux. Ce que vous allez vivre en tant qu'adulte en quittant cette femme, vous êtes apte à le supporter. Ça va, au contraire même, je dirais, ça va certainement aider à réparer un petit peu cette blessure d'enfance, même si je dis pas que ça va pas être douloureux, mais donc c'est quelque part un cadeau que vous allez vous faire aussi en refusant de rester dans une situation qui est dysfonctionnelle sous prétexte que vous avez peur de souffrir. Mais ça, je l'ai compris, et c'est vrai que aujourd'hui, je me raccroche essentiellement à ce que vous rappelez très très régulièrement, et je vous en remercie, que quoi qu'il arrive, la personne la plus importante dans sa vie, ça reste soi-même. Oui. C'est soi, avant tout, c'est soi. Oui. Mais ça, je garde ça aujourd'hui chevillé au corps. Oui. Ce qui implique de savoir fixer des limites aux autres, Christophe. Et de pas tout encaisser. C'est le problème dans la relation. J'apprends à fixer des limites. Bravo. Mais vous verrez, Christophe, justement de vous respecter et de vous considérer comme le plus important dans votre vie, ça va renforcer votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Donc je vous souhaite bon courage. Mais on sait que le courage, ça vient du cœur. Donc vous êtes sur la voie et je vous remercie de votre témoignage. Magnifique. Merci beaucoup de votre soutien dans tous les cas. Je vous en prie. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Sexo Conseil. Souvenir, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, Samuel, Doc, souvenir. C'est vrai qu'une histoire à deux, généralement, ça démarre par une sexualité assez forte. C'est généralement,
c'est à espérer en tout cas. Et se remémorer ses souvenirs sexuels communs, c'est un bon moyen de relancer sa libido. Eh oui. Et vous pourriez même organiser un petit rendez-vous pour vous remettre dans les conditions qui ont été ces bons moments sexuels. Pourquoi pas un petit pèlerinage sur le lieu où vous avez fait l'amour la première fois. Réécouter ensemble, pourquoi pas religieusement, la chanson de vos amours. Revoir le film qui vous a marqué quand vous étiez fou amoureux, à tel point que vous vous embrassiez malgré tout pendant le film. Bref, communiquer aussi ensemble sur vos premières impressions quand vous vous êtes rencontrés sexuellement. Qu'est-ce qui vous a étonné dans la manière dont il vous a ou elle vous a fait l'amour, qu'est-ce qui vous a vraiment plu, qu'est-ce qui vous a un petit peu inquiété ou fait peur. Bref, en évoquant donc ces moments heureux, joyeux, sexuels, et ben vous allez mettre du positif dans votre libido et parfois ça permet de bien la relancer, la libido. Eh ben, c'est un super conseil, je vais l'appliquer très vite. Je trouve ça génial. Ça marche, hein, je peux vous assurer. J'en suis convaincu, absolument. Et la mémoire, je veux dire la mémoire des corps, la mémoire des âmes, qui doivent communier, évidemment. Vous le dites, je crois, à chaque émission, notre meilleur organe sexuel, c'est notre cerveau. Et le cerveau, c'est déjà la mémoire, donc oui. Exactement. Bravo. Alors, Marie est avec nous maintenant. Bonjour Marie, merci de témoigner. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Marie. Alors, on vous écoute, allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? J'avais appelé il y a quelques mois pour tout ce qui était les blessures de l'abandon. Mmh. Et puis, du coup, ce qui s'est passé suivant les événements, enfin voilà. Ouais. Et ça s'est encore passé là parce que du coup, avec mon mari, on se sépare. D'accord, vous êtes en train de vous séparer de votre mari. C'est une décision commune ou pas ? Non. C'est lui, Oui. D'accord, donc ça réactive, si je puis dire, votre sentiment d'être à nouveau abandonné. C'est ça. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous avez eu un sentiment fort d'avoir été abandonné dans votre vie, dans votre jeunesse Déjà parce que j'ai mon père qui est parti de lui-même, décédé de lui-même. Il est décédé de lui-même, vous voulez dire ? Il s'est suicidé ? C'est ça. Ah, décédé de lui-même. C'est une formule qui montre que c'est difficile pour vous de concevoir cet acte. Pour éviter justement le terme. Oui, bien sûr, bien sûr. Faut nommer les choses. Bien sûr. C'est joliment dit, mais ça tourne autour de l'acte, comme si c'était vraiment très douloureux pour vous. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Oui, il y a 4 ans. Et c'est pas fini parce que finalement, elle n'a pas été retrouvée. Ah, c'est il y a 4 ans qu'il Elle n'a pas été retrouvée ? Non. Comment ça, il n'a pas été retrouvé ? Il a fait ça du pont d'un pont et du coup... Oui, il s'est noyé, donc on n'a pas retrouvé son corps, c'est ce que vous voulez dire. Il a laissé une lettre disant qu'il se jetait du haut du pont ? Ah, voilà. Et il a son camion qui a été retrouvé en haut aussi. Ah oui, d'accord. Donc oui, d'accord, c'est pas... Oui. C'est vrai. On est sûr que c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Mmh. Ça, le fait que ma mère, c'est pareil, ça fait plus de 10 ans que je lui parle plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est... pour protéger mes filles, parce que elle est capable de se taper elle-même, d'accuser mon frère de l'avoir tapé alors qu'elle s'est tapée elle-même. Elle s'est tapée elle-même. Ah, elle s'est frappée elle-même, vous voulez dire ? Ouais. Comment vous savez ça ? Parce qu'elle me l'a avoué récemment. Donc votre mère est dysfonctionnelle de toute façon, si je comprends bien. Comment ? Votre mère est dysfonctionnelle. Oui. Oui, mais clairement. D'accord. Et puis jalouse et tout ça, et donc du coup, voilà. Oui, enfin voilà. Vous hésitez beaucoup. Je vous écoute et je vois beaucoup d'hésitations et je me demande si à travers ces innombrables hésitations que vous nous transmettez aujourd'hui, s'il n'y a pas quelque chose qui parle de vous et de cette incertitude face à la vie. Vous doutez beaucoup. Oui, parce qu'en fait, on se dit qu'au final, on est l'enfant d'un... vous voyez, hésitation. Du malheur, quoi.
Et au final, est-ce que c'est pas plus avantageux de finalement nous abandonner que de rester Alors, que vous ayez traversé le malheur, ça c'est une chose. Maintenant, l'enfant du malheur, ça on n'en sait rien. Vous savez, il y a des gens qui sont très dysfonctionnels, mais qui, en donnant la vie, ont l'impression enfin de créer quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas oublier que faire des enfants, c'est quand même une des choses les plus magiques qui puissent exister dans l'âme des gens. Même si on est d'accord, hein, il y a beaucoup de parents qui sont dysfonctionnels et parfois il faudrait peut-être leur interdire de faire des enfants parce que ça fait beaucoup de souffrance et de difficultés dans la société. Mais quand on est l'enfant de parents dysfonctionnels, il ne faut pas oublier que quand même, dans leur désir de mettre au monde un enfant, c'est un désir de puissance, c'est un désir de création, c'est un désir d'amour. Et ça, c'est quand même quelque chose, Marie, qu'il faut peut-être que vous entendiez. Parce que je crois que vous-même, vous avez, si j'ai bien compris, des enfants. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous pouvez comprendre. Après, je sais que mes parents, ils nous l'ont dit qu'ils se sont séparés à cause de nous parce que ma mère, elle s'occupait trop de nous. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme du malheur. Oui, l'enfant du malheur, quoi. Donc, c'est de votre faute s'ils se sont séparés, quoi. Je fais exprès de le dire. Mais c'est parce qu'on était là que ma mère, elle s'est plus s'occuper de nous que de mon père. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mère, elle a des difficultés avec la sexualité et avec les hommes, comme pas mal de femmes en ce moment. Hein. Donc elle n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas, c'est pas vous qui êtes responsable de quoi que ce soit. Une femme qui devient mère et qui ne sait plus être une femme, c'est son problème. C'est son problème. C'est pas le problème des enfants. Oui, mais bon, après c'est vrai que quand on nous dit, au final, on oui, se mais sépare ça c'est ce qu'on vous a, ce que vous avez compris quand vous étiez enfant, mais maintenant vous n'êtes plus une enfant. Donc maintenant, il faut que vous arriviez à mettre de côté ces croyances et que vous en fassiez quelque chose. Absolument. Et pour valider ce que je dis, Brigitte, j'ajouterais que parfois il y a des parents qui sont totalement immatures et régressifs et qui disent n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Parfois, c'est vrai. Les parents sont des personnes comme les autres et parfois elles disent n'importe quoi. Et quand j'entends ces innombrables hésitations dans votre propos, je me dis que c'est comme si vous aviez souffert de ne pas pouvoir vous appuyer sur la certitude d'une parole parentale et d'être complètement flottante, perdue entre tous ces énoncés, tout ce que vous avez entendu. Et c'est pour ça que ce que vous dit Brigitte est fondamental. N'oubliez pas que ce qui vous est adressé, c'est juste un discours. Et ce qui compte, c'est aussi votre manière de l'interpréter, de le recevoir, voire de le contredire. Cet homme qui vous quitte, là, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 18 ans. Bon, 18 ans, c'est pas un chiffre par hasard. Il vous a quand même permis de vous appuyer sur lui. Et là, vous avez 18 ans et vous devenez majeur. Et Marie, vous allez enfin pouvoir vous occuper de vous et vous allez enfin pouvoir être la personne la plus importante pour vous. Il a été votre tuteur pendant ces 18 ans. Vous aviez certainement besoin de lui. Sinon, vous seriez peut-être écroulé. Maintenant, s'il s'en va, c'est que vous êtes capable de vivre seul. C'est comme ça que moi, j'interprète votre destin. J'essaye. Il ne faut pas essayer, il faut y arriver. Vous en avez les moyens. Sinon, vous n'auriez pas appelé. Si vous appelez, c'est pour qu'on vous dise que vous êtes assez forte pour pouvoir vous en sortir. Oui. Et pour ma part, en consultation, j'ai parfois eu des patients comme vous, très hésitants, très perdus, comme ça, on a du mal à les suivre et ils trouvent leur chemin parfois aussi dans les mots des autres, dans la littérature, dans le fait que la mise en récit vivante, on la trouve chez les auteurs. Donc peut-être lire, rêver, imaginer, constituer pour vous ce savoir dont vous semblez avoir tant besoin. Alors moi j'aimerais bien que vous nous disiez, Marie, que votre père s'est suicidé il y a 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous le dire? S'il vous plaît. Même si ça fait mal. Du coup, oui, mon père s'est suicidé. Merci. Merci Marie. C'est important. Parce que comme ça, vous allez pouvoir tourner la page. Parce que quelque part, je pense qu'il y a une part inconsciente de vous qui pensait qu'un jour, vous pourriez le retrouver. Mais le jour où je tournerai la page, je pense que c'est le jour où il sera déclaré décédé, mais pas avant, en fait.
Non, ça, vous voyez, c'est encore une construction. C'est à vous de faire les choses. Et c'est pour ça que Brigitte vous invite à nommer, à penser. C'est pour ça que je vous ai demandé de le dire, parce que c'est une petite part consciente déjà qui accepte qu'il est parti pour de bon, pour de vrai. Mais il reste en vous, de toute façon. Cette part-là, vous ne la perdrez pas. Oui. Mais pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est vrai, on le sait, quand il y a un avion qui disparaît, comment c'est difficile de faire le deuil quand on ne retrouve pas le corps. Un avion qui disparaît, ça disparaît, mais ça abandonne pas. Là, il a abandonné. Écoutez, il n'a pas supporté, voilà. il a pas pu continuer à vivre. Vous savez, encore une fois, oui, enfin, c'est un jugement. C'est un jugement un peu dur que vous. Si vous continuez, ça c'est parce que vous êtes en colère que vous dites ça, Marie. Vous êtes en colère contre lui. Parce qu'il vous manque. Et si vous êtes en colère, c'est parce que c'est pas pour l'instant possible pour vous d'être triste. Donc vous avez choisi d'être en colère. C'est les étapes du deuil, je le rappelle. Mais quand vous accepterez de le pleurer, vous serez plus en colère et vous commencerez à aller mieux. Mais et commencer un processus de deuil. Ça prendra le temps que ça prendra. Pour l'instant, vous lui en voulez de vous avoir abandonné. Mais ça, c'est la petite fille, c'est pas l'adulte. Oui. Bon, écoutez, on a bien avancé tous les trois. Marie. Quel boulot. Non, merci beaucoup. C'est pas mal. Merci à vous. Oui. De rien. Merci Marie. Allez, on fait une petite pause et puis il est temps de conclure dans un instant. Déjà. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous et je rappelle votre dernier livre, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, qui marche bien parce que malheureusement il fait écho à la souffrance de beaucoup de gens. On parle de cette blessure d'abandon qui nous concerne tous à plus ou moins grande échelle évidemment, et on va conclure avec Sabrina qui nous rejoint. Bonjour Sabrina, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte Lahaie, bonjour Samuel Doc. Bonjour. Bonjour. Bon, là, je suis un peu stressée en fait. Alors, donc j'ai écouté votre émission sur la blessure d'abandon et je voulais témoigner parce que moi en fait, ma maman a commencé à boire, je devais avoir 6 ans. Et après, donc c'est mon père qui a eu la garde. Et mon père après est parti en prison. Et en fait, mon père nous faisait très peur puisqu'on avait 3 enfants. Et quand il est revenu, alors contrairement à beaucoup d'enfants, j'ai pas été placée. C'est moi qui ai décidé d'aller dans un foyer. Pour vous mettre à l'abri. Mais quand votre père part en prison, vous êtes encore avec votre mère? Ah non, en fait, j'ai vécu toute seule avec mon frère. D'accord. Mon frère venait d'avoir 18 ans. Ah d'accord, ok. D'accord. Et en fait, il y avait une prise en charge avec les assistantes sociales qui venaient nous voir. Et vous avez quel âge quand votre frère a 18 ans? 12 ans. 12 ans, d'accord. Et quand votre père revient, vous demandez à être placé, c'est ça? Donc 1 an en plus, voilà, j'avais 13 ans. Quelle maturité, hein? Ah oui. Et quelle volonté de vous en sortir, surtout. Oui, c'est pour ça que j'ai écouté votre émission et c'est vraiment super intéressant ce que vous faites. Ça fait du bien au cœur quand on écoute les autres témoignages, les gens. Et excusez-moi, je suis vraiment émue parce que merci Sabrina de m'offrir et d'offrir à Samuel votre vérité, parce que c'est nous aussi ça nous émeut de vous entendre ému. Vous savez, ça prouve que vous parlez avec votre cœur et c'est ça la vérité. Hein. Oui. Mais oui, 13 ans, c'est demander à être placé. Vous aviez peur, c'est ça? Peur qu'il vous frappe, peur qu'il... Ah oui, j'avais peur de lui en fait, parce que en fait, oui, en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai toujours su que mes parents m'aimaient, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais lui, il était vieux, il parlait, il criait fort, il faisait peur à tout le monde en fait. Voilà. Et là, donc, ma maman est décédée cette année. Et là, mon père, il a 89 ans et il est. Et je sais pas, la dernière fois, j'ai téléphoné, j'ai voulu parler avec lui, et du coup, on a reparlé de ça. Ah. Et là, il m'a dit qu'il était désolé de nous avoir laissés tout seuls. Et là, il m'a dit, mais pourquoi t'es parti?
Oh là là, mais il a toujours pas compris. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a fait de la prison ? C'est des histoires d'argent. Qui devait être très grave. Oui, beaucoup d'argent. C'était il y a 30 ans. Hein. Oui, bien sûr. Mais donc, votre frère qui avait 18 ans, il était protecteur ou il était... Ah ouais, il était très protecteur. Pour moi, mon frère, c'est quand je suis partie au foyer, c'était vraiment un déchirement. Et moi, je pensais vivre avec lui, quoi, après. Ah oui. Mais c'est ce qui vous a certainement aidé à avoir cette maturité à 13 ans pour justement pour fuir la violence du père. Hein, et on peut comprendre aussi l'alcoolisme de votre mère si ce mari donc était aussi violent, parce que je suppose qu'il devait être assez odieux avec elle aussi. Oui. Après, avec l'alcoolisme, enfin, c'est tout un. J'ai écouté justement votre émission la dernière fois sur l'alcoolisme aussi. C'était très intéressant. Ah. Ouais. Avant le décès de votre maman cette année, est-ce que vous avez pu parler avec elle ? Alors oui, mais ma maman, elle était. Je sais pas comment dire. Elle était comme sur une autre planète, quoi. C'est-à-dire psychotique, par exemple, vous voulez dire ? Elle n'avait plus de contact avec la réalité ? Pas autiste, mais... Non, psychotique, c'est, vous savez, quand on développe une pathologie psychique et qu'on peut, par exemple, délirer, avoir des hallucinations, ne plus... Vous voyez ? La psychose. Est-ce que vous pensez qu'elle était malade ? Est-ce que vous pensez qu'elle était malade psychiquement ? Voilà le sens de ma question. Oui, elle était, elle était malade psychiquement. Mais après, oui, elle était toute seule, elle n'avait pas d'amis. Ah oui. Et après, des fois, elle se faisait des films, quoi, puisque elle manquait. Oui. Elle manquait de bon sens, évidemment. Donc, elle n'a pas pu vous apporter ces mots que vous auriez aimé qu'elle vous dise, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Oui. Et quand j'ai essayé de reparler de tout ça, elle bloquait. C'est comme si elle n'avait pas bu, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'était pas passé, mais après dans ses yeux, j'ai toujours vu calmer. Mais je reviens sur ce que vous disiez au début, quand vous dites qu'au début, elle nous donne de l'amour, quoi. Moi, je sais qu'elle m'a toujours aimé, en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est ça peut-être qui m'a aidé. Oui, elle vous a certainement aimé. De toute façon, quand on est alcoolique, on fuit une réalité, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas capable d'amour. Hein. Et j'aime bien parfois rappeler que la foi ou le foie, il y a un lien intéressant. Et quand on boit, on abîme son foie parce que on peut plus avoir la foi. Mais ce qui est important, oui, vous avez été aimé. Je pense que votre grand frère, vous a sécurisé aussi. Et puis vous avez su aussi vous aimer suffisamment pour vous sauver d'une situation qui aurait été peut-être difficile, parce que 13 ans, c'est un âge important, hein, pour une jeune fille. C'est le moment où on commence à... et puis peut-être que, je sais pas, dans les familles d'accueil, ou la famille d'accueil, vous avez trouvé quand même un peu de sécurité ou pas ? Alors, c'était pas une famille d'accueil, c'était un foyer. En fait, on était 8 jeunes sur un groupe, en fait, dans une maison, et il y a 4 éducateurs qui tournent. Ah voilà, c'est ce dont je parlais avec Brigitte. Hors antenne, effectivement, il y a vraiment des problèmes. Et après... Enfin oui, voilà. Pardon. Non, mais je crois Sabrina, et on l'entend dans votre voix, je sais pas quel âge vous avez, j'ai pas envie de le savoir, ça me regarde, on s'en fout, mais je pense que vous êtes devenue adulte très vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez grandi plus vite que la plupart des jeunes filles. Oui. Mais tout en gardant une grande vulnérabilité à l'égard de la perte, bien sûr. C'est-à-dire qu'on grandit trop vite, mais on garde un cœur d'enfant meurtri. Oui, c'est ça, tout à fait. Des fois, j'ai l'impression d'être un enfant, en fait. C'est mature sur certains points et très, très, très enfants blessés sur d'autres, hélas, Sabrina. Oui, c'est ça. Des fois, j'ai facilement la larme à l'œil. Mais accueillez... Des fois, j'ai l'impression d'être une enfant, exactement, ouais. Mais accueillez ça, Sabrina. Vous avez la force qu'il faut pour pouvoir l'accueillir maintenant. C'était peut-être pas possible il y a 10 ans, mais en plus votre mère est partie, donc c'est un moment important de devenir vraiment la femme que vous devez être. Et cette femme-là, elle a une force en elle. Hein. Vous l'avez depuis l'âge de 13 ans. Et bien maintenant, il faut accueillir la part vulnérable qui est en vous, qui n'est pas forcément une fragilité, puisqu'il y a une force pour la soutenir. Oui. Et si vous pouvez pleurer
que ce soit dans les bras d'une amie, d'un amant, ou contre un arbre, ou avec un animal, pleurez. Oui. Vous allez libérer tout ce besoin de vous libérer de cette souffrance. Et puis je crois qu'après vous serez ouverte à l'amour, le vrai, celui qui fait du bien. Oui. Oui, je rejoins totalement Brigitte, l'amour, on peut le trouver. Sabrina, on peut toujours le trouver, cette chaleur, cette contenance, cette sécurité, ce soutien qui a fait défaut, on peut le trouver ailleurs qu'auprès de ses parents. Oui. Après, je suis mariée et je l'ai trouvé, mais c'est vrai que c'est l'histoire, en fait... Oui, vous l'avez trouvé, mais à mon avis, vous gardez une petite protection qui vous empêche d'être vraiment vous-même. Oui. Et vous-même, c'est certainement une belle personne. Et je pense que ça vous apportera beaucoup plus de joie quand vous pourrez libérer un peu ce flot de souffrance. Et un rapport plus authentique aux autres. De toute façon, vous savez, Sabrina, on garde toujours la petite fille ou le petit garçon qu'on a été, ça c'est sûr. La différence, c'est quand on peut l'accueillir avec beaucoup de joie et d'amour, ou quand on ne veut pas trop l'accueillir parce qu'on a peur justement qu'il nous fasse pleurer. Oui, parce que des fois, ça m'arrive de pleurer et ça m'arrive de faire montrer aux gens. Et en fait... on m'aperçoit, on me dit que je suis hypersensible. Et des fois, j'ai ce cri à l'intérieur et j'ai envie de leur dire, mais vous connaissez pas la vie des gens. Oui, mais ceux qui vous disent hypersensibles, c'est ceux qui n'ont peut-être pas souffert ou qui sont fermés à leur souffrance. Donc ça parle d'eux, ça parle pas de vous. Nous, on l'entend, nous, Samuel et moi, on l'entend et on l'accueille. Et vous aussi, on peut vous donner le conseil, le même conseil qu'à l'auditrice précédente, c'est réussir à constituer des limites entre vous et ceux qui vous font du mal. Acceptez, imaginez que votre vie est une maison et que vous n'avez pas forcément envie d'y inviter n'importe qui. Invitez ceux qui vous respectent en tant que personne. Oui. Voilà. Vous avez ce devoir, en tout cas, de prendre soin de vous. Et vous en êtes capable. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous, Sabrina. On va se quitter, Samuel Doc. Mais je ne vous abandonne pas. On se retrouvera très vite. Merci en tout cas. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'enfant thérapeute, aux éditions Plomb. Demain, on sera avec Yves Pslati. On va parler de la sexualité positive. Comment on améliore notre sexualité pour qu'elle soit définitivement positive, et puis comment on aide notre partenaire à ce qu'elle soit plus positive. On en parle demain. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.